À la moitié de l'hiver 1945, les cartes militaires montrent une pression accrue sur la machine de guerre des nazis. Mais cette machine n'était pas encore brisée. Les Allemands résistaient sur les deux rives du Rhin, le long du Pô en Italie. Sur le front oriental, ils étaient regroupés autour de Budapest et ils tenaient leur position le long de la Vistule et à l'est de la Prusse. Les nazis entretiennent toujours les illusions à l'arrière des lignes de front. La propagande de Goebbels prend un tour mystique et Hitler continue dans sa volonté fanatique. Mais certains doutent de l'avènement de la victoire et d'autres espèrent qu'un miracle aura lieu. Les territoires occupés par les Allemands diminuent à vue d'œil. Les généraux allemands en discutent assidûment, mais les secrets des attaques combinées alliées restent bien gardés. Les ouvriers dans les vastes usines de l'Oural envoient sur le front soviétique un renforcement d'armes, de tanks et d'avions. Les bombardiers et les chasseurs américains prennent la route de l'Alaska vers la Russie. Le trafic entre les deux pays prend des proportions ahurissantes. Sur cette autoroute, un chargement à lui seul comprend 150 000 camions. Des véhicules blindés, du pétrole, de l'essence, des munitions affluent sur cette route vers l'Union soviétique. Et 25 000 km plus loin, il y avait le chemin de fer en Perse, où les approvisionnements de guerre britanniques et américains remontent en toute liberté vers le nord, en direction de la Russie. Une autre route vitale des alliés soviétiques passe à travers les eaux glacées de l'Arctique, le long des côtes de Norvège et à travers la mer des Barents. Les convois britanniques et alliés combattent contre les sous-marins et les bombardiers allemands afin d'acheminer leurs précieuses cargaisons à Murmansk. C'est le 14 janvier que l'armée rouge frappe. Ce coup initial est terrible. De la mer Baltique jusqu'à la Vistule, tout le front se déplace. Sur le versant nord, les 2e et 3e armées russes blanches attaquent la Prusse orientale profondément. Tilsit est capturé. Et l'armée rouge s'empare de Hallenstein, l'ancienne place forte des chevaliers teutoniques avec ses tours médiévales. À Tannenberg, les soviétiques se rendent maîtres du champ de bataille de 1914 avec le mémorial de Hindenburg. Puis, ils avancent à travers la Haute-Silésie. Et encore une fois, l'histoire se répète.
Les généraux janvier et février sont toujours de bons alliés de la Russie. Les affiches allemandes disant « Chut » ne sont d'aucune utilité lorsque l'armée rouge arrive. Les arsenaux et les mines de charbon de la Haute-Silésie viennent en deuxième position après ceux de la Ruhr. Toute la région est isolée du reste de l'Allemagne. Cracovie est libérée par les forces du maréchal Koniev. Et lorsque les Russes entrent dans l'ancienne capitale polonaise, le clairon polonais joue l'appel à la victoire. En Allemagne même, des villes mortes et des rues désertes. Les armées du maréchal Rokossovski suivent la rivière Oder jusqu'aux côtés de la mer Baltique. Ils s'emparent des bâtiments allemands et dans la région de Königsberg coupent 20 divisions du reste de l'armée allemande. Au 27 janvier, 14 jours après le début de la grande offensive hivernale, l'armée rouge était parvenue à faire reculer les Allemands de manière significative. Berlin se trouvait 400 km plus proche. À l'ouest, le général Eisenhower a déjà donné ses ordres au commandement allié. Le maréchal de l'air britannique Tedder, les généraux américains Spaatz et Ecker, ainsi qu'au maréchal de l'air Harris, chef de l'aviation de bombardement. Les ordres étaient de détruire toutes les voies ferrées, les concentrations de troupes, les industries ainsi que les champs d'aviation. Il s'ensuit une dévastation sans précédent, une suite de coups fatidiques sur les lignes d'approvisionnement de l'ennemi et de son système de communication. À la mi-janvier, l'offensive terrestre se met en route. C'est la 21e armée du maréchal Montgomery qui mène l'attaque avec des tactiques spécialisées, des véhicules amphibies, afin de passer outre les inondations à grande échelle. Les forces britanniques et canadiennes partent de leur position près de Sittard, en Hollande. Leur première mission est de briser les défenses allemandes au nord et d'exposer un flanc.
Entre Geilenkirchen et Roermond, la résistance acharnée est vite brisée et au 13 février, la position clé de la forêt de Reichswald est dégagée par les troupes britanniques. Kalkar est pris, puis Gorch. Dix jours plus tard, le 23 février, la 9e armée américaine traverse la rivière Ruhr en crue afin d'ouvrir davantage la brèche. Les Allemands luttent avec courage, mais en 24 heures, ils s'effondrent. La 9e armée peut poursuivre son avancée en combattant, ville après ville, à travers la zone industrielle du Rhin. Krefeld, Mönchengladbach tombent l'une après l'autre. À la mi-mars, les troupes américaines rejoignent les Canadiennes à Neuss et ensemble, elles éliminent la dernière tête de pont ennemie dans le secteur nord. Pendant ce temps, les 1res et 3e armées américaines frappent plus au sud. Rundstedt tente de battre en retraite de l'autre côté du Rhin. Mais dans la confusion des combats, un pont vital reste intact, celui de Remagen. C'est une des rares chances que la guerre offre. Eisenhower saisit cette opportunité et très habilement, il réorganise ses forces et fait passer la 3e armée de Patton par le pont dans le sud de l'Allemagne. Quelques jours plus tard, le pont s'effondre, mais il dure suffisamment de temps pour permettre aux blindés américains de se déverser au centre de l'Allemagne et de répandre la panique et le désordre à l'arrière en territoire ennemi. « 60 000 personnes se constituent prisonniers en une seule journée. 10 divisions allemandes sont isolées et immobilisées. Pendant ce temps, derrière un grand écran de fumée blanche, la 21e armée de Montgomery se prépare à traverser le Rhin. Il s'agit d'un point stratégique, et le succès dans les plaines du Nord dépend de l'ouverture du couloir historique vers Berlin et le cœur de la Prusse. Une multitude de navires de guerre et barges de débarquement sont transportés jusqu'à Anvers, le long des canaux en Hollande et assemblés à différents endroits le long du Rhin. La marine britannique se joint également aux opérations et ses marins transportent leurs navires en partie détachés par la route. Un bombardement massif ouvre les hostilités. Des avions et des tanks lance-missiles détruisent systématiquement les défenses allemandes sur la rive est. Puis vient l'assaut à 21h, le 23 mars. La 21e armée traverse le Rhin en masse. Hitler ne connaîtra ni paix, ni repos, ni répit, ni pourparlers, déclare Churchill, qui vient en personne assister à la traversée du Rhin, la dernière ligne de défense allemande. Dès que la tête de pont est sécurisée, une force de 40 000 hommes est aéroportée derrière les lignes ennemies. Leur mission est de tenir une position avancée et de détruire toute communication.
Les Alliés retiennent la leçon d'Arnhem. Les troupes aéroportées sont lancées dans un périmètre réduit et le contact avec les troupes au sol est rapidement établi. Mais cette opération de grande envergure ne se fait pas sans casse. Les pertes humaines sont élevées. À titre d'exemple, parmi les forces britanniques, 37 planeurs sont brûlés et la plupart des autres sont touchés par des armes à feu ou endommagés à l'atterrissage. Mais rien ne peut arrêter les hommes une fois sur place. Les troupes aéroportées ou parachutées mettent en déroute la résistance ennemie. Les ingénieurs britanniques battent leur propre record de construction de ponts et la 21e armée peut poursuivre sa route. Les blindés britanniques et américains balayent tout sur leur passage, sur un front très étendu et au bout de 3 jours, quelques unités allemandes clairsemées battent en retraite en direction de l'Elbe. Et une fois la cohésion complètement perdue, ce sont des groupes indépendants allemands qui combattent avec détermination dans chaque ville. Tout ce qui reste de la stratégie du commandement allemand, c'est de tenir les ports du Nord pour une retraite possible en Norvège. Mais lors d'une attaque fulgurante, le premier commando britannique et des forces aéroportées s'emparent de Hambourg. Puis les blindés envahissent le terrain, précédés par des bulldozers pour dégager les montagnes de gravats et de ruines. Hambourg, grand port allemand, deuxième ville du pays, se retrouve entre les mains des Britanniques. Puis, c'est au tour de Brême de tomber. Les célèbres usines de Focke-Wulf sont prises avec toute leur organisation et leurs experts. Puis vient une autre grande percée des 3e et 9e armées américaines. Toute la région de la Ruhr est encerclée et 150 000 soldats allemands sont emprisonnés dans les villes en ruine. À ce stade final de la guerre, Leipzig, la capitale de la Saxe, est une base de défense contre l'avancée de l'armée rouge. Leipzig subit un des plus violents bombardements de la part des troupes alliées. Puis, la 3e armée américaine s'empare de la ville après une avancée éclair à travers la Saxe. La 1re armée française et la 7e armée américaine entrent dans Nuremberg. Et c'est dans cette ville, au lieu des rassemblements nazis, qu'a lieu la première parade des forces alliées victorieuses. Plus au sud, un autre groupe armé américain traverse le Danube et s'empare de Munich. La célèbre cave à bière tient encore debout. Alors que la ville n'est plus qu'un amas de ruines. Puis Berchtesgaden, le repère d'Hitler. Les Alliés s'en emparent. Et c'est l'effondrement final des plans nazis. Plus rien ne peut empêcher l'effondrement du régime nazi. Et quand il a lieu, tout va plus vite et de manière plus complète qu'on aurait pu le prévoir. Le flot de reddition s'accroît chaque jour pour atteindre un total de 4 millions de prisonniers.
Puis, par centaines, des vétérans, des jeunes appelés, viennent déposer leurs armes. Ils en ont assez. La population se lance dans le pillage. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un coup de poignard dans le dos. Il est clair que toute la structure nazie, militaire et civile, s'effondre. Le maire de Leipzig et sa famille. Des prisonniers de guerre alliés, et pour eux, c'est une toute autre histoire qui s'annonce. Mais il y avait encore d'autres personnes, les millions de disparus, les hommes, femmes et enfants morts dans les camps de concentration. Le général Eisenhower vient sur le terrain voir ces scènes de ses propres yeux. Et les députés du Parlement britannique mènent l'enquête et produisent leur rapport. Bergen, Belsen, Buchenwald, Auschwitz, seuls les détails changent. Ce sont les Allemands des environs de ces camps qui déterrent les restes pour identifier les victimes et les enterrer à nouveau. Voici Auschwitz, le camp d'extermination que les Russes ont découvert en Pologne. Voici les restes d'une bestialité froide et organisée. Voici des jumeaux utilisés pour des expériences médicales. Les nazis amenaient des centaines de jumeaux de toute l'Europe dans ce camp. On les numérotait, mais leurs noms et leur pays d'origine sont inconnus. Et voici quelques produits dérivés des meurtres. « 8 tonnes de cheveux bien empaquetés que les nazis utilisaient pour isoler les sous-marins ou fabriquer des matelas pour la population. Dans cet endroit se trouvent des vêtements de bébé propres, prêts à être utilisés. Et c'est la même chose pour les bottes et les chaussures, au total 43 000 paires. Plus douloureux est le commerce de l'or tiré des dents des victimes. On estime que 14 millions de personnes sont passées dans les camps de concentration nazis depuis leur création en 1933.
En Italie, le 2 mai, les forces alliées sous le commandement du général Alexander se lancent dans leur dernière offensive. Elles passent à travers la barrière montagneuse des Alpes et avancent dans la plaine du Pô. Les résistants italiens se joignent aux forces alliées. Ils parviennent à dominer de larges sections du nord de l'Italie. Des forces libres polonaises, françaises, italiennes, yougoslaves et d'autres nationalités prennent part au triomphe final. Milan est libéré, puis Gênes et Turin. La fin de Mussolini est venue. Au nom du peuple, il est exécuté et son corps est exposé et livré au peuple à Milan. Le credo cynique qu'il avait créé meurt là où il avait pris naissance. Puis viennent les scènes finales. Au nom de plus d'1 million d'Allemands en armes en Italie, 2 plénipotentiaires en civil échappent aux agents de Himmler afin de signer un document de reddition. À l'est, au début de l'année 1945, l'armée rouge du Sud avance sur les 2 rives du Danube et encercle Budapest. Les Allemands tentent à tout prix de tenir la ville afin de maintenir un bouclier contre une invasion de l'Autriche. Le Danube divise la ville en 2. Les Russes combattent à partir de Pest pour s'emparer de Buda sur l'autre rive. Le maréchal Tolbukin et les 2e et 3e armées ukrainiennes sont en charge des opérations. Les combats sont épouvantables, immeuble par immeuble. Les Allemands refusent de se rendre et transforment chaque bâtiment en place forte. Ils luttent bâtiment par bâtiment. Les communiqués officiels russes sont très simples. 3 janvier, nos troupes s'emparent de 235 immeubles. 6 janvier, prise de 123 autres immeubles. 8 janvier, 130 immeubles. 10 janvier, les choses s'accélèrent, 1000 immeubles. Les Allemands tentent désespérément de ravitailler la ville par air, mais ils échouent. Et le 20 janvier, des représentants hongrois partent à Moscou négocier l'armistice. Le 13 février, le dernier immeuble tombe entre les mains de l'armée rouge et ce qui reste des forces allemandes à Budapest se rend. Les armées de Tolbukin se regroupent et avancent. La même scène se produit en Tchécoslovaquie où la population de Prague se soulève contre les oppresseurs. Les armées de libération américaines à l'ouest et soviétiques à l'est se rapprochent. Mais les citoyens sont déterminés à ce que la Bohême ne devienne pas à nouveau une place forte allemande. Le chef de la police de Prague transmet les positions des Alliés à la population
Et après 3 jours de combat, une colonne soviétique entre dans le nord-est de la ville et Prague est libérée. Puis, Vienne, une splendide ville chargée d'histoire sur le Danube, est le prochain objectif de l'Armée rouge du Sud. C'est dans les forêts autour du Danube que l'on décide du sort de cette grande capitale. Les combats sont violents autour du palais de Schönbrunn et dans le centre de la ville. Voici la maison de Mozart. Et voici le lieu où Hitler avait déclaré un jour combien il aimait l'Autriche. Ces forêts ont inspiré la musique de Strauss. Au fur et à mesure que les combats diminuent, la population tente de se réapproprier l'espace. La lumière revient à Vienne après 8 années d'obscurité. Et la population est ravie de cette liberté retrouvée. Puis vient le moment tant attendu de la stratégie des Alliés sur 2 fronts. Ce que le commandement allemand avait toujours craint devient réalité. Les 2 grandes armées alliées se rejoignent. Les soldats britanniques de Montgomery et les Russes de Rokossovski se rejoignent à Wismar, sur la mer Baltique. Et le 26 avril, les soldats russes et américains entrent en contact à Torgau, sur l'Elbe. Berlin devient la cible suprême. La ville est encerclée par l'armée rouge de toutes parts et est bombardée de manière incessante par les bombardiers britanniques et américains pendant 31 jours et 31 nuits.
Les maréchaux Zhukov et Konev donnent l'ordre de l'attaque finale au début du mois d'avril. Des combats cauchemardesques ont lieu dans les décombres, les caves et les terriers de la ville en ruine. Les combats se poursuivent dans les tunnels souterrains des chemins de fer, éclairés par des lampes jusqu'à ce que ces tunnels débordent de morts. Le 2 mai, Berlin tombe. L'armée rouge récolte enfin les fruits de sa persévérance et de sa direction militaire. Les redditions commencent. L'amiral général von Friedeberg signe la reddition de toutes les forces allemandes dans le nord-est de l'Allemagne, la Hollande et le Danemark. Pour le général Montgomery, ce moment est une fin victorieuse sur un chemin qui part d'Alamein et s'achève à l'Elbe. À Reims, von Friedeberg et Jold confirment la défaite et la capitulation de l'Allemagne. La cérémonie dure 6 minutes, puis la ratification officielle est signée par le Feldmaréchal Keitel à Berlin. Eisenhower, Zhukov, Teder et Delattre de Tassigny représentent les armées alliées. Puis vint le tour des avant-postes en Norvège. Le contre-amiral Darvel dirige la cérémonie officielle de manière très formelle avec le colonel Koch. Sur le contre-torpilleur Bulldog, le major général Heiner rend les îles de la Manche. Avec la défaite militaire allemande, les Alliés prennent en charge la responsabilité administrative. Et une réunion a lieu à Berlin pour la détermination des zones. Le général Eisenhower offre à ses collègues les stylos utilisés lors de la signature de la capitulation. Tous les chefs nazis sont morts ou prisonniers. Himmler part de cette manière-ci. Pour l'amiral Dönitz, un dirigeant nazi de la dernière heure, la brève parenthèse enchantée du pouvoir est terminée. C'est lui et ses partisans fanatisés qui portent la responsabilité d'avoir prolongé la guerre par les armes sous-marines, bien après que la capitulation n'ait été décidée. Papen, Kesselring, Rundstedt, Göring se défend devant les caméras avec une certaine extravagance. Le successeur de Göring a laissé la Luftwaffe dans une grande confusion. On l'avait nommé en mars et il s'est suicidé en mai. Et tout ce qui reste de la Luftwaffe gît mutilé sur les champs d'aviation allemands. L'un après l'autre, les Alliés s'emparent de tout ce que les Allemands avaient prévu pour conquérir le monde. Les bombes volantes V. La marine dans les ports allemands.
À Kiel, les premières et dernières cibles de la RAF sont là, les navires de guerre éventrés, puis encore d'autres vaisseaux. Les Alliés s'emparent d'autres navires, comme ce croiseur en état de marche. Ailleurs, on trouve une grande quantité d'engins de guerre terrestres, des sous-marins en cours de construction et d'autres prêts à être utilisés. On trouve également les toutes dernières machines de guerre sous-marines, pilotées par des commandos suicides. Cela prend un certain temps avant que les sous-marins en mission en mer entendent parler de la capitulation. On dénombra 120 sous-marins qui se rendirent sur une période de plusieurs semaines. La Royal Navy prend un sous-marin qui remonte la Tamise et passe devant Tower Bridge. Et pour la population londonienne, c'est un beau symbole de la victoire. Enfin la victoire, après près de 6 années de guerre. Les Britanniques l'attendaient avec impatience. Le peuple remercie chaleureusement Winston Churchill. Les populations scandinaves savourent leur libération. Le roi Haakon retourne en Norvège. La France. La Belgique. Le gouvernement en exil revient en Tchécoslovaquie. Les hommes de l'armée rouge acclament Staline sur la place rouge à Moscou. Et New York accueille Eisenhower triomphalement. La reine Wilhelmina revient en Hollande. Elle y trouve les traces de l'occupation allemande. Dans toute l'Europe, les populations, et en particulier les enfants, ont profondément souffert. Des générations entières ont été sauvagement blessées dans le corps et l'esprit. Hitler n'a donné au monde que des foyers brisés, des vies brisées, la mort, la maladie et la famine de masse. La lourde tâche des Nations Unies est d'apporter une solution à ces ravages. À Potsdam, on amorce une initiative. Les chefs d'État se retrouvent autour d'une table de conférence pour établir un plan de reconstruction. Monsieur Attlee, le nouveau Premier ministre britannique, Staline et le président Truman, successeur de Roosevelt, Roosevelt qui ne vit pas la victoire à laquelle il consacra sa vie. Le Troisième Reich, dont Hitler avait dit qu'il durerait 1 millier d'années, touchait à sa fin. Voici la chancellerie où il donnait ses réceptions. C'est ici que les nazis complotaient, persécutaient et pavanaient. Ils sont maintenant morts ou emprisonnés et leurs villes sont tombées.
L'Allemagne du futur acceptera-t-elle les valeurs de l'humanité ou fera-t-elle revivre cet autre évangile ? L'évangile de la guerre, l'évangile de la race supérieure, l'évangile de la haine. C'est unis que les Alliés ont remporté la victoire sur l'oppression armée. Leur tâche est dorénavant de remporter la bataille contre le manque, la peur et la haine, où qu'ils se trouvent. C'est une nouvelle chance pour le monde. Voici la maison de Mozart. Et voici le lieu où Hitler avait déclaré un jour combien il aimait l'Autriche. Ces forêts ont inspiré la musique de Strauss. Au fur et à mesure que les combats diminuent, la population tente de se réapproprier l'espace. La lumière revient à Vienne après 8 années d'obscurité. Et la population est ravie de cette liberté retrouvée. Puis vient le moment tant attendu de la stratégie des Alliés sur 2 fronts. Ce que le commandement allemand avait toujours craint devient réalité. Les 2 grandes armées alliées se rejoignent. Les soldats britanniques de Montgomery et les Russes de Rokossovski se rejoignent à Wismar, sur la mer Baltique. Et le 26 avril, les soldats russes et américains entrent en contact à Torgau, sur l'Elbe. Berlin devient la cible suprême. La ville est encerclée par l'armée rouge de toutes parts et est bombardée de manière incessante par les bombardiers britanniques et américains pendant 31 jours et 31 nuits. Les combats sont épouvantables, immeuble par immeuble. Les Allemands refusent de se rendre et transforment chaque bâtiment en place forte. Ils luttent bâtiment par bâtiment. Les communiqués officiels russes sont très simples. 3 janvier,
Nos troupes s'emparent de 235 immeubles. 6 janvier, prise de 123 autres immeubles. 8 janvier, 130 immeubles. 10 janvier, les choses s'accélèrent, 1000 immeubles. Les Allemands tentent désespérément de ravitailler la ville par air, mais ils échouent. Et le 20 janvier, des représentants hongrois partent à Moscou négocier l'armistice. Le 13 février, le dernier immeuble tombe entre les mains de l'armée rouge et ce qui reste des forces allemandes à Budapest se rend. Les armées de Tolbukin se regroupent et avancent. La même scène se produit en Tchécoslovaquie où la population de Prague se soulève contre les oppresseurs. Les armées de libération américaines à l'ouest et soviétiques à l'est se rapprochent. Mais les citoyens sont déterminés à ce que la Bohême ne devienne pas à nouveau une place forte allemande. Le chef de la police de Prague transmet les positions des Alliés à la population et après 3 jours de combat, une colonne soviétique entre dans le nord-est de la ville et Prague est libérée. Au fur et à mesure que les combats diminuent, la population tente de se réapproprier l'espace. La lumière revient à Vienne après 8 années d'obscurité. Et la population est ravie de cette liberté retrouvée. Puis vient le moment tant attendu de la stratégie des Alliés sur 2 fronts. Ce que le commandement allemand avait toujours craint devient réalité. Les 2 grandes armées alliées se rejoignent. Les soldats britanniques de Montgomery et les Russes de Rokossovski se rejoignent à Wismar, sur la mer Baltique. Et le 26 avril, les soldats russes et américains entrent en contact à Torgau, sur l'Elbe. Berlin devient la cible suprême. La ville est encerclée par l'armée rouge de toutes parts et est bombardée de manière incessante par les bombardiers britanniques et américains pendant 31 jours et 31 nuits.
Les maréchaux Zhukov et Koniev donnent l'ordre de l'attaque finale au début du mois d'avril. Des combats cauchemardesques ont lieu dans les décombres, les caves et les terriers de la ville en ruine. Les combats se poursuivent dans les tunnels souterrains des chemins de fer, éclairés par des lampes jusqu'à ce que ces tunnels débordent de morts. Le 2 mai, Berlin tombe. L'armée rouge récolte enfin les fruits de sa persévérance. C'est le 14 janvier que l'armée rouge frappe. Ce coup initial est terrible. De la mer Baltique jusqu'à la Vistule, tout le front se déplace. Sur le versant nord, les 2e et 3e armées russes blanches attaquent la Prusse orientale profondément. Tilsit est capturé. Et l'armée rouge s'empare de Hallenstein, l'ancienne place forte des chevaliers teutoniques avec ses tours médiévales. À Tannenberg, les soviétiques se rendent maîtres du champ de bataille de 1914 avec le mémorial de Hindenburg. Puis, ils avancent à travers la Haute-Silésie. Et encore une fois, l'histoire se répète. Les généraux Janvier et Février sont toujours de bons alliés de la Russie. Les affiches allemandes disant « Chut » ne sont d'aucune utilité lorsque l'armée rouge arrive. Les arsenaux et les mines de charbon de la Haute-Silésie viennent en 2e position après ceux de la Ruhr. Toute la région est isolée du reste de l'Allemagne. Cracovie est libérée par les forces du maréchal Koniev. Et lorsque les Russes entrent dans l'ancienne capitale polonaise, le clairon polonais joue l'appel à la victoire. En Allemagne même, des villes mortes et des rues désertes.
Les maréchaux Zhukov et Koniev donnent l'ordre de l'attaque finale au début du mois d'avril. Des combats cauchemardesques ont lieu dans les décombres, les caves et les terriers de la ville en ruine. Les combats se poursuivent dans les tunnels souterrains des chemins de fer, éclairés par des lampes jusqu'à ce que ces tunnels débordent de morts. Il s'ensuit une dévastation sans précédent, une suite de coups fatidiques sur les lignes d'approvisionnement de l'ennemi et de son système de communication. À la mi-janvier, l'offensive terrestre se met en route. C'est la 21e armée du maréchal Montgomery qui mène l'attaque avec des tactiques spécialisées, des véhicules amphibies, afin de passer outre les inondations à grande échelle. Les forces britanniques et canadiennes partent de leur position près de Sittard, en Hollande. Leur première mission est de briser les défenses allemandes au nord et d'exposer un flanc. Entre Geilenkirchen et Roermond, la résistance acharnée est vite brisée et au 13 février, la position clé de la forêt de Reichswald est dégagée par les troupes britanniques. Kalkar est pris, puis Gorch. Dix jours plus tard, le 23 février, la 9e armée américaine traverse la rivière Ruhr en crue afin d'ouvrir davantage la brèche. Les Allemands luttent avec courage, mais en 24 heures, ils s'effondrent, nuit.
Les maréchaux Zhukov et Konev donnent l'ordre de l'attaque finale au début du mois d'avril. Des combats cauchemardesques ont lieu dans les décombres, les caves et les terriers de la ville en ruine. Les combats se poursuivent dans les tunnels souterrains des chemins de fer, éclairés par des lampes jusqu'à ce que ces tunnels débordent de morts. Deuxième et troisième armées russes blanches attaquent la Prusse orientale profondément. Tilsit est capturé. Et l'armée rouge s'empare de Hallenstein, l'ancienne place forte des chevaliers teutoniques avec ses tours médiévales. À Tannenberg, les soviétiques se rendent maîtres du champ de bataille de 1914 avec le mémorial de Hindenburg. Puis, ils avancent à travers la Haute-Silésie. Et encore une fois, l'histoire se répète. Les généraux Janvier et Février sont toujours de bons alliés de la Russie. Les affiches allemandes disant « Chut » ne sont d'aucune utilité lorsque l'armée rouge arrive. Les arsenaux et les mines de charbon de la Haute-Silésie viennent en deuxième position après ceux de la Ruhr. Toute la région est isolée du reste de l'Allemagne. Cracovie est libérée par les forces du maréchal Konev. Et lorsque les Russes entrent dans l'ancienne capitale polonaise, le clairon polonais joue l'appel à la victoire. En Allemagne même, des villes mortes et des rues désertes. Les armées du maréchal Rokossovski suivent la rivière Oder jusqu'aux côtés de la mer Baltique. Ils s'emparent des bâtiments allemands et dans la région de Königsberg coupent 20 divisions du reste de l'armée allemande. Au 27 janvier, 14 jours après le début de la grande offensive hivernale, l'armée rouge était parvenue à faire reculer les Allemands de manière significative. Berlin se trouvait 400 km plus proche. À l'ouest, le général Eisenhower a déjà donné ses ordres. Les Alliés s'emparent d'autres navires, comme ce croiseur en état de marche. Ailleurs, on trouve une grande quantité d'engins de guerre terrestres, des sous-marins en cours de construction et d'autres prêts à être utilisés. On trouve également les toutes dernières machines de guerre sous-marines, pilotées par des commandos suicides. Cela prend un certain temps avant que les sous-marins en mission en mer entendent parler de la capitulation. On dénombra 120 sous-marins qui se rendirent sur une période de plusieurs semaines. La Royal Navy prend un sous-marin qui remonte la Tamise et passe devant Tower Bridge. Et pour la population londonienne, c'est un beau symbole de la victoire.
Enfin la victoire, après près de 6 années de guerre. Les Britanniques l'attendaient avec impatience. Le peuple remercie chaleureusement Winston Churchill. Les populations scandinaves savourent leur libération. Le roi Haakon retourne en Norvège. La France. La Belgique. Le gouvernement en exil revient en Tchécoslovaquie. Les hommes de l'armée rouge acclament Staline sur la place rouge à Moscou. Et New York accueille Eisenhower triomphalement. La reine Wilhelmina revient en Hollande. Elle y trouve les traces de l'occupation allemande. Dans toute l'Europe, les populations, et en particulier les enfants, ont profondément souffert. Des générations entières ont été sauvagement blessées dans le corps et l'esprit. Hitler n'a donné au monde que des foyers brisés, des vies brisées, la mort, la maladie et la famine de masse. Il s'ensuit une dévastation sans précédent, une suite de coups fatidiques sur les lignes d'approvisionnement de l'ennemi et de son système de communication. À la mi-janvier, l'offensive terrestre se met en route. C'est la 21e armée du maréchal Montgomery qui mène l'attaque avec des tactiques spécialisées, des véhicules amphibies, afin de passer outre les inondations à grande échelle. Les forces britanniques et canadiennes partent de leur position près de Sittard, en Hollande. Leur première mission est de briser les défenses allemandes au nord et d'exposer un flanc. Entre Geilenkirchen et Roermond, la résistance acharnée est vite brisée et au 13 février, la position clé de la forêt de Reichswald est dégagée par les troupes britanniques.
Khalkar est pris, puis Gor.